Vous écoutez le Mag-Éco, nous sommes ensemble pour une heure d'information locale. Au sommaire aujourd'hui, c'est un fait, le monde du travail est en train de changer, bousculé par les aspirations de la génération Z, mais également par une transformation globale des mentalités des salariés qui réclament davantage d'équilibre entre leur vie pro et leur vie perso, et notamment depuis la crise du Covid. Dans un contexte qui est marqué par les difficultés de recrutement, comment accompagner les managers dans la compréhension et la gestion des équipes compte tenu de ces nouveaux paramètres? On en parle dans cette première partie d'émission. Les entreprises françaises vont-elles devoir accorder des congés à leurs salariés en arrêt maladie, quelle que soit la nature de cet arrêt? C'est en tout cas le sens d'une décision de justice rendue il y a plusieurs mois par la Cour de cassation qui impose au droit français de se soumettre au droit européen. La décision que n'a pas contredit le Conseil constitutionnel dans son avis publié il y a quelques jours. Alors est-ce un principe juste? L'arrêt maladie peut-il être considéré comme du travail effectif? Et quelles conséquences pour les entreprises? On en débat dans un quart d'heure environ. Et puis enfin, c'est l'un des fleurons du textile en France. Mullier Flory, implanté à Sèvres-Moine, confectionne du linge et des vêtements professionnels pour de nombreuses sociétés. Et l'entreprise des Mauches pourrait bientôt se lancer dans la fabrication d'uniformes pour les lycéens afin de répondre aux besoins de l'expérimentation voulue par Emmanuel Macron dans les établissements scolaires à la rentrée prochaine. Rencontre en troisième partie de magazine avec le patron de Mullier Flory, Jacques Gindre. Le Mag-Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises. Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce magazine Éco chaque mercredi, émission en partenariat avec le Journal des entreprises. Bonjour Olivier Amar. Bonjour Bastien. Avec moi donc pour co-animer ce programme, on démarre avec votre invité de la semaine, Pierre-Georges Schmieder-Bergantz, dirigeant de Consol et Compagnie, cabinet de conseil solidaire et de formation implanté à Angers. Oui, bonjour Pierre-Georges Schmieder-Bergantz. Vous êtes donc associé du cabinet Consol et Compagnie à Angers. Vous accompagnez des entreprises, des associations, des structures du médico-social et des décideurs à travers des plans de formation. Vous avez mené en début d'année une enquête client et puis vous accompagnez depuis entre autres les organisations sur des questions un peu nouvelles en entreprise. Je ne sais pas si elles sont réellement nouvelles, on verra, telles que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Qu'est-ce que c'est tout d'abord Consol et Compagnie? Consol et Compagnie, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en effet, de conseil et de formation. Et donc on accompagne différentes organisations de façon transverse sur les transformations et en gros sur des enjeux de ressources humaines et d'engagement. Alors vous êtes agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une forme juridique en fait qu'on avait à cœur de mettre dès le lancement de Consol et Compagnie. Et l'idée de base, c'est de se dire quand on veut servir quelque chose, autant l'incarner. Et donc, on a trouvé dans ce modèle juridique une façon de vivre aussi ce qu'on voulait vivre en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est le fait d'avoir comme objectif premier une utilité sociale. Il faut avoir au moins 70% de missions d'utilité sociale quand on est ESUS. Nous, on est à 95%, mais c'est la première donnée d'entrée. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus un modèle fait pour tout le monde, toutes les activités. Et puis après, c'est le choix aussi du plafonnement de la rémunération des dirigeants, ce à quoi nous, on tient dans cette forme d'équilibre aussi. Ça fait partie des engagements qu'on a eu le souhait de prendre. Et puis, reversement la moitié des dividendes dans l'entreprise, gouvernance démocratique. Il y a différents critères qui animent ce modèle juridique qui nous collait, en fait. Alors, vous intervenez auprès de PME, de groupes, d'entreprises du médico-social, de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est la même approche à chaque fois? Est-ce que c'est les mêmes problématiques? Comme toujours, j'ai envie de faire une réponse de Normand avec oui et non. Oui, aujourd'hui, l'idée aussi de l'enquête qu'on a pu mener et des nouveaux services, c'est de se dire que de plus en plus, il faut une approche globale et qui se fait dans le temps. Là où on accumulait des périodes spécifiques en réponse à une urgence, comme on a pu le faire durant le confinement ou juste après, là où on faisait dans des entreprises certains séminaires de cohésion, certains programmes d'action, de formation spécifiques suite à des crises RH, etc. Là, on se dit en fin de compte, il y a une pédagogie globale qui va toucher en fait l'équilibre pro-perso, et ça, on le retrouve partout. Cette question, elle est majeure. Alors évidemment, on parle beaucoup des soignants, de ceux qui sont particulièrement exposés, mais en fait, on le retrouve partout. J'ai envie de dire la question de l'intergénérationnel aussi, parce qu'au-delà du grand intergénérationnel où on propose à des jeunes, des enfants de maternelle d'aller dans les EHPAD, il y a aussi l'intergénérationnel en entreprise, le rapport au travail, etc. Et puis, il y a la question aussi de certaines formes de fragilité qui sont apparues et qui s'accentuent. Alors, on peut dire des fragilités psychologiques, etc. peut-être, mais en tout cas qui sont à accompagner, à prendre en compte
Et là, c'est vrai que la question du rôle de l'employeur peut-être s'élargit un peu. Ça veut dire que dans vos métiers de conseil aux entreprises, il faut s'adapter sans arrêt aux évolutions du monde du travail, de la société. Je me souviens qu'en 2020, vous aviez proposé par exemple une formation sur le retour au travail des salariés après le confinement, Oui. une formation aussi aux dirigeants, etc. Tout à fait, on avait proposé, alors on continue d'ailleurs, c'est des groupes de co-développement, donc des groupes de dialogue entre pairs, pour un moment casser des formes d'isolement. Et par exemple, ces groupes de co-développement sur le territoire, ils sont construits avec des dirigeants et des dirigeantes de tout, là pour le coup, de tous les environnements. On a des gens qui sont dans l'enseignement, on a des gens qui sont dans le médico-social, et on a des gens de l'entreprise. Et en fait, ils se rendent compte que leurs problématiques, alors de financement, sont peut-être différentes, d'actions sont différentes, mais par contre, question de la posture managériale, de l'accueil des nouveaux besoins, et bien en fait là, pour le coup, il y a une grande transversalité qui pour nous est hyper intéressante à capitaliser. Alors vous dites qu'il y a de nouvelles choses qui sont apparues en entreprise ou dans les organisations en général. Vous avez mené une enquête en début d'année, une enquête client. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est c'est quand même des formes d'attente et de fragilité qu'il faut prendre en compte de façon plus claire et sur lesquelles il faut accompagner à la fois sur la formation et sur la posture managériale. C'est vrai que l'enquête au début était sur la dynamique, en effet, des entreprises, sur les questions sociales de la RSE, parce qu'on se rendait compte que c'était une part vraiment à prendre en compte. Et puis, suite à différentes remarques de clients, dont des entrepreneurs qui me disent « mais moi, je ne suis pas dans l'action sociale, moi, je ne suis pas travailleur social ». Oui, c'est vrai, mais du coup, comment on répond à des besoins émergents ? Et ce qu'il en est sorti, c'est justement la nécessité de proposer des programmes plus longs, plus construits sur un calendrier, et de sortir peut-être des événements sporadiques qui s'accumulent, qui servent tous le propos, hein, qui sont tous en soi bons, mais qui doivent prendre une pédagogie beaucoup plus globale, accompagner la personne tant sur le plan individuel que sur le plan du collectif et du projet de l'entreprise et de l'impact sociétal. Donc différents niveaux d'intervention. On associe ces mutations souvent à ce qu'on appelle la génération Z. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est pas plutôt le fait d'un changement de société en général, un changement plus profond, d'un lien différent entre le travail et la vie perso ? Vous l'avez évoqué à plusieurs fois. On va expliquer peut-être que la génération Z, c'est tous ceux qui sont arrivés sur le marché du travail sur les dernières années. Quoi. C'est ça, ceux nés après 95. Entre 20 et 25 ans aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours intéressant, hein, les points de vue plus ressources humaines à proprement parler sur les différences générationnelles. Elles existent. Et on les constate, hein, mais on les constate dans les aspects positifs comme dans les aspects où on doit évoluer en termes d'appréhension. Mais de mon point de vue en tout cas, de notre point de vue en tout cas, côté console, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a, au-delà de ça, il y a quand même un phénomène sociétal. Il y a des gens qui sont pas du tout de la génération Z qui se posent la question de changer complètement. Et des fois dans des environnements inattendus. Quand on a une directrice d'IME qui me dit « moi, je veux changer de job, donc d'établissement médico-social, que je veux changer de job parce que je veux un job qui ait du sens », elle n'est pas dans la génération Z. Elle se pose la question de l'engagement, de sa juste place, de l'énergie qu'elle va mettre dans le travail. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, je m'extrais un peu en me disant que cet écart, ces différentes générations, il y a quelque chose à capitaliser entre les notions d'engagement des uns, la soif d'apprendre des autres, etc., mais qu'on est quand même plus dans une question profonde et sociétale post-confinement, fin qui pointe son nez de télétravail, et on le voit aussi dans les solutions mises en œuvre par beaucoup d'entreprises, ça part tout azimut. Certaines déconstruisent alors qu'elles sont posées de façon bienveillante, d'autres construisent. Voilà, c'est un sujet complexe et assez profond qui dépasse, je pense, le champ générationnel. Qu'est-ce qu'elles attendent sur ces questions-là, les entreprises ? Des solutions ? Ouais, elles attendent des solutions. C'est marrant parce que quand on se met à l'écoute des dirigeants, on se pose toujours la question de se dire qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'on a envie de leur amener. Évidemment, le but, Eux aussi peuvent se poser ces questions-là. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que la question de la fidélisation des équipes et la question de l'attractivité, c'est des enjeux majeurs. Mais il y en a un enjeu qu'on aime beaucoup, nous, c'est aussi la question de la performance. Parce qu'en fait, loin d'être un tabou, c'est quelque chose qui est un vrai moteur de l'entreprise. Et donc, la question de la performance, c'est la question aussi de la compétitivité, du rapport aux clients, du rapport aux autres acteurs du territoire, qu'est-ce qui fait la caractéristique propre de cette entreprise. Et du coup, en fait, pour nous, à des enjeux en fait, qui sont des enjeux sociaux et sociétaux globaux. Et en fait, c'est super d'y trouver dans ce moteur social et sociétal un moteur de performance entrepreneuriale. Justement, quand une entreprise, elle doit avant tout être performante, est-ce que ces questions sociétales et sociales, elles ne passent pas au second plan ? Eh ben alors nous, on y voit une super équation. En fait, je ne sais pas si ce serait peut-être un peu trop résumé de dire faire du dialogue social un moteur de performance entrepreneuriale, mais en fait, nous, on y croit.
se dire qu'aujourd'hui, on est en capacité d'accueillir certaines fragilités sans tabou et de mettre en place en fait, un accompagnement ou un aiguillage vers d'autres acteurs du territoire qui sont spécialisés. Si je reprends cet exemple de cette petite industrie qu'on avait pu accompagner sur ces sujets, on s'est retrouvé à faire une formation sur les acteurs sociaux du territoire pour les managers. C'est intéressant parce que c'est la prise de conscience d'acteurs à côté. C'est peut-être leurs voisins, c'est peut-être la personne qui habite en face de chez eux. Ça leur fait découvrir un champ que certains connaissent mais d'autres pas. Ça leur permet d'aiguiller des salariés sans rentrer dans leur sphère privée et donc quelque part peut-être même de garder une forme de distance qui est beaucoup plus saine. Et puis en même temps, ça les réimplique sur une vision plus globale de la personne humaine, etc. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant. Pierre-Georges, je lisais à droite, à gauche qu'aujourd'hui, les salariés, de plus en plus, vous parliez de fidélisation tout à l'heure, et de cet enjeu important, ils étaient de plus en plus fidèles finalement à une équipe autour d'eux, ils accordaient énormément d'importance à cela, plus qu'à l'entreprise finalement. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez également, et comment on fait justement pour permettre de donner des clés aux entrepreneurs d'avoir aussi cette double notion de fidélisation, d'accord, de l'équipe, mais d'être aussi attaché à l'entreprise. Ouais, alors ça c'est un sujet, une fois de plus, c'est une question large, parce que la question de la fidélisation, je pense qu'il faut déjà revenir sur ces schémas mentaux de c'est quoi la fidélisation des salariés. C'est pas attendre qu'ils fassent une carrière complète, etc. Donc je pense qu'il faut, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais prendre conscience que la fidélisation, il faut bien se ramener en fonction de sa génération et de sa culture, c'est qu'est-ce qu'on attend. Mais en tout cas, quelles que soient les générations, nous on voit des personnes hyper engagés, qui ont envie d'être en autonomie, d'avoir des idées, de travailler en équipe, et ça c'est une fidélisation réelle. Alors oui, on doit prévoir que dans un parcours d'un an, on en a peut-être 25% qui seront sortis d'ici la fin du parcours et d'autres qui arriveront. Mais le parcours doit être construit pour ça. Et pour le coup, oui, cette notion d'engagement et de prise de parti dans l'activité entrepreneuriale, ça on le voit toute génération, et ça c'est très très enthousiasmant. Très enthousiasmant. Comment vous accompagnez concrètement les entreprises ? C'est-à-dire que vous avez mis en place un menu, entre guillemets, avec différentes recettes, et les entreprises vous demandent ces différentes recettes ? C'est ça. Alors en fait, c'est souvent un dialogue évidemment qui se fait avec les dirigeants en fonction de ce qu'ils estiment être les enjeux et puis des retours qu'on peut leur apporter sur ce qui a déjà été mis en œuvre. Et puis ensuite, assez rapidement, il y a vraiment un diagnostic collectif qui est porté. Ce diagnostic collectif, il va évidemment impliquer les personnes en interne, mais avec certains partenaires, il implique aussi leurs clients, il implique aussi leurs partenaires, leurs fournisseurs, et donc on a une échelle un peu plus large. Et ce diagnostic, il doit permettre aux pilotes des entreprises de se dire en définitive, voilà comment, entre ce que moi je vois comme enjeu, ce que mes équipes voient comme enjeu, et ce qu'on a comme enjeu social et sociétal, on fait un match et on a quelque chose de cohérent. Et suite à ce premier diagnostic partagé, qui est la première étape, eh bien en fait, ils ont en effet un choix. Et il y a un menu, en effet, avec différentes entrées, différents plats, fromage et dessert, et boissons qui accompagnent. Et on va venir piocher ce qui est de l'accompagnement individuel sur certaines choses, qui va permettre à, par exemple, des personnes qui sont aidants, qui sont en situation de handicap, qui connaissent des étapes de vie aussi particulières, de pouvoir être accompagnés. On va se poser aussi la question de choses qui sont plus collectives, sur des sujets de communication, de respect de la parole de l'autre, de complémentarité des talents, etc. Et puis des choses qui sont plus sociales, parce qu'on va aussi avoir des actions décloisonnées avec les clients sur la question de la satisfaction client, sur la question de la mobilité sur le territoire, sur différents sujets. Et donc sur ces 3 niveaux, il va pouvoir déployer en effet un programme qui va soit être en fait des permanences, soit des ateliers, soit des événements. C'est le rôle d'une entreprise aussi d'accompagner des personnes dans la boîte qui peuvent être aidantes, qui peuvent être en situation de deuil, par exemple, de choses comme ça. C'est son rôle, et jusqu'où elle peut aller, l'entreprise ? Il n'y a pas une forme d'ingérence dans tout ça ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est pris à bras-le-corps par beaucoup de structures qui se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut absolument... petit jingle, qu'il faut prendre en compte toutes ces situations qu'on peut... De toute manière, si on les laisse sur le côté, on va voir aussi les gens partir pour d'autres raisons ou être en souffrance, ce qui va rien arranger. Et donc c'est pris. La question en effet, c'est comment, par contre. Ça, c'est vrai. Je pense que de toute histoire d'entreprise, même si on remonte à plusieurs années, on a eu des patrons, des patronnes qui se sont penchés sur les situations particulières, etc. Là, l'idée en effet, c'est de proposer des parcours lisibles où les gens peuvent venir. Cette question d'engagement aussi, nous on la lie beaucoup à la question de la liberté. Comment on donne la liberté aussi à chaque personne dans l'entreprise de venir choisir et prendre ce dont elle a besoin pour continuer. Et donc c'est vrai que ça va passer par des permanences. C'est vrai qu'aussi, alors là, c'est de mon point de vue, la question de l'action extérieure est nécessaire parce qu'il y a aussi la question de la compétence. Accompagner des aidants, par exemple, ça ne s'invente pas. On le voit aussi, on a pu accompagner des référents handicap. Certains sont très au fait, d'autres se forment à peine. C'est bien, mais il faut le voir aussi dans le long terme.
Comment vous allez la déployer, cette nouvelle solution que vous proposez là, désormais ? Eh bien, en fait, oui, c'est simplement communiquer dessus, évidemment, continuer à rencontrer des pilotes d'organisation et puis les mettre en face aussi des compétences qu'on a au sein de l'équipe, puisqu'aujourd'hui, il y a des consultants, il y a des coachs, il y a des psychologues du travail, il y en a qui ont des spécialités. Et donc, c'est continuer aussi d'animer le réseau aujourd'hui qui est composé, d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs. Pierre-Georges Schmieder-Bergantz, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, dirigeant de Console et Compagnie, cabinet de conseil solidaire et de formation auprès de toutes les organisations et une plateforme web pour en savoir plus sur votre structure. On reste dans l'actualité économique de l'Anjou avec vous, Olivier Amar, quelques informations en bref et des nouvelles de Ciao Ciao. Oui, Ciao Ciao, on avait reçu il y a quelques semaines Julien Boucaud, son fondateur. Ciao Ciao fabrique des kits déménagement pour voitures et fourgons. L'entreprise a bouclé en 18 jours une levée de fonds de 600 000 € en financement participatif sur la plateforme Tudigo auprès de 300 investisseurs. À cette levée s'ajoutera de la dette bancaire pour un tour de table complet qui est compris entre 1 et 1,2 million d'euros. Dans l'actualité également, Game & Biz. Oui, pour sa 3e édition, Game & Biz, qui est lancée par l'entreprise du même nom à Angers, proposera le 11 avril prochain une nouvelle formule. L'événement marie le business et le jeu vidéo. Il prévoit cette année de se déployer dans d'autres villes de l'Ouest pour atteindre un rythme de croisière en 2025 avec 2 événements par mois. Après Angers et ses 3 éditions, Game & Biz va s'exporter à Vannes en mai, à La Roche-sur-Yon en juin, et puis une édition est prévue à Nantes en octobre, avant d'autres villes de l'Ouest qui sont peut-être Le Mans ou encore Poitiers. Et puis Syndev récompensé au Salon de l'Agriculture. Oui, tout à fait. Lancée tout récemment en février 2024, l'application Synapse, développée par la jeune start-up angevine Syndev, créée en 2022 par Damien Cariou, a remporté le concours Agreen Startup qui est organisé depuis 10 ans par les chambres d'agriculture. Le prix a été remis lors du dernier Salon de l'Agriculture à Paris, où vous étiez, Bastien, la semaine dernière. Tout à fait, on rappelle que Syndev est spécialisé dans les solutions de biocontrôle. On poursuit notre magazine avec les débats de l'écho. Les débats de l'écho, RCF Anjou. En cette période de vacances, enfin pour certains, pas pour tous, on va parler de congés avec une décision juridique qui ébranle le monde économique puisqu'elle rabat les cartes en matière de droit en période d'arrêt maladie. Pendant très longtemps, continuaient d'acquérir des droits à congés les seuls salariés qui étaient en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, et ce pour un délai d'1 an maximum. Sauf que le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt indiquant que les dispositions du droit français sur ce point étaient contraires au droit de l'Union européenne qui doit prévaloir. L'UE nous dit quoi ? Elle nous dit que les salariés doivent pouvoir acquérir des congés durant toute la durée de leur arrêt maladie et peu importe le motif de cet arrêt. Alors s'il intervient à la suite d'une partie de foot à votre domicile, ça marche aussi. Là-dessus, l'État a demandé au Conseil constitutionnel de donner son avis sur la question. Les sages ont confirmé que le droit français était bien conforme à la Constitution. Le problème, c'est que l'institution n'est pas compétente pour valider la conformité de ce droit avec les règles européennes. Et si le droit français est compatible avec la Constitution, il en demeure inapplicable puisque le droit européen prime sur les lois nationales. Résultat des comptes, la décision doit s'appliquer à tous de manière directe et immédiate avec un effet rétroactif en plus. Pas facile à avaler donc pour le patronat. Le gouvernement lui temporise, dit qu'il va faire évoluer la législation française très prochainement. C'est un dossier complexe, on va s'intéresser à son fondement et à sa potentielle application à l'avenir avec nos 2 débatteurs du jour, Antoine Lelarge, secrétaire général de la CFDT 49, et Paul Janto, ancien parlementaire, aujourd'hui président d'Initiative Anjou. Bonjour messieurs. Bonjour Bastien Gallet. Alors sur le fond d'abord, est-ce que ça vous paraît logique cet arrêt rendu par la Cour de cassation, Antoine Lelarge ? Oui, ça nous paraît logique, en tout cas, et puis c'est surtout absolument pas une surprise. Il faut le dire aussi, parce que ça fait plusieurs années, voire décennies, qu'on dit que la réglementation française, elle n'est pas en cohérence avec le droit européen. Donc c'est pas une surprise, ça fait déjà depuis 2003 qu'on devrait transposer la réglementation européenne. Il y avait 2 ans pour le faire, on voit qu'il y a plus de 20 ans ouais. que c'est pas fait. Moi, je me souviens déjà, il y a plus de 10 ans, dans mon entreprise, j'alertais mon employeur sur le fait qu'on n'était pas en conformité. Et donc, l'employeur disait on va attendre de transposer, on va attendre. Et ça, c'était il y a plus de 10 ans. On a fermé les yeux, c'est ça que vous dites ? Oui, on a fermé les yeux. Et moi, je pense qu'il y a une lourde responsabilité de tous les gouvernements depuis 2003, donc gouvernement Raffarin, qui n'ont pas fait le job de transposer la réglementation. Et on savait, il y a eu ça fait 10 ans qu'on a des arrêts de la Cour de cassation qui rappellent
au gouvernement, enfin au législateur, le fait qu'il faut transposer la loi et régler ce différend. Il y a sans doute aussi des entreprises en nombre qui ont fermé les yeux en disant on va attendre, et ça tombe. Donc c'est surtout, en tout cas, pas une surprise. Et donc ça fait déjà 20 ans que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dit que le repos, il doit servir, les congés doivent servir à deux choses. La première chose, le premier objet, c'est de pouvoir se reposer, et donc plutôt suite au travail. Et puis le deuxième objet, c'est la question de pouvoir faire des loisirs, quels qu'ils soient. Et donc ça doit répondre à ces objectifs. Et donc quand c'est pas l'arrêt de travail par nature, le salarié ne le choisit pas. C'est pas à lui, en tout cas, de payer les conséquences par rapport à ça. Pas une surprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Paul Janto? Et puis, deuxième question, est-ce que l'arrêt maladie est une période de travail effectif? Est-ce qu'on peut le considérer ainsi? D'un aspect juridique, c'est pas une surprise, effectivement, puisque le droit français n'était pas en conformité avec le droit européen. Donc un jour ou l'autre, c'est sûr qu'il va y avoir des arrêts de la Cour de cassation informant le gouvernement informant le gouvernement et puis les partenaires sociaux qu'il fallait mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Ça, c'est pas une surprise. Après, est-ce que c'est fondé que, comme vous l'avez souligné, quelqu'un qui fait une partie de foot le dimanche, se fait ligament croisé, s'arrête 3 mois, a le droit à des congés payés l'année où il reprend le travail? On peut se poser des questions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, mon avis n'a pas trop d'importance, mais je ne suis pas tellement favorable à ça. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, la loi, elle s'applique. Qu'elle vous convienne ou qu'elle ne convienne pas, la loi, elle s'applique aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt de regarder, ce qui me semble important, c'est plutôt de regarder les conséquences pour les entreprises. Est-ce que vraiment, ça sera un coût important pour les entreprises ou non? Et jusqu'à quand? Parce que finalement, le gros problème, c'est pas que ça s'applique, c'est la rétroactivité, puisque... Là, on parle de 15-20 ans, oui, si je comprends bien, Antoine. Il n'y a pas de délai de prescription dans les arrêts de la Cour de cassation, puisque le droit européen indique qu'il n'y a pas de délai de prescription. Certains juristes disent que finalement, le délai, ça pourrait être 2009, la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a donné une force juridique... Ça ferait quand même 15 ans de rétroactivité. Voilà, une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Concrètement, comment ça va se passer dans les entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'un salarié qui a été en arrêt de travail pendant 8 ou 10 jours, 2 ou 3 années consécutives en 2010, 2011 et 2012, va aller voir son employeur en disant vous me devez un jour de congé payé, puisque c'est 2 jours et demi par mois. Ouais. Donc, si on a été arrêté au total 15 jours ou 3 semaines, ça va être une journée de congé. Oui, mais vous imaginez, Paul, sur le nombre, est-ce que le salarié va aller voir son employeur pour lui réclamer ça? Ça va dépendre des relations qui existent entre l'employeur et le salarié. En général, dans la plupart des cas, les relations dans les PME sont bonnes. Je ne suis pas persuadé que tous les salariés iront voir leur employeur pour ça, et je suis encore moins persuadé qu'ils emmèneront leur employeur au prud'homme pour ça, surtout si le contrat de travail se perdure. Là où ça va surtout jouer, à mon avis, c'est quand il y a une rupture du contrat de travail, quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail. Là, vous ne pouvez plus donner des jours de repos, là vous êtes obligé d'indemniser. Non, parce que là, et puis effectivement, il y aura un solde de tout compte. Et là, effectivement, le salarié comme l'employeur devra solder tous les comptes et faire le point sur les congés payés. Ça peut représenter ça. Mais il faut aussi regarder les choses de façon très pratico-pratique. Imaginons un salarié qui a eu 1 mois d'arrêt de travail tous les ans pendant 15 ans. D'accord? Tous les ans pendant 15 ans, 1 mois d'arrêt de travail. Grosso modo, il va avoir 1 mois de congés payés à la rupture de son contrat de travail. Donc, ce n'est pas non plus des choses faramineuses. Je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est pour nous faire peur, mais le MEDEF a estimé le coût à 2 milliards d'euros pour les CPME aussi. Et le CPME 3 fois plus. Il semble que ce soit quand même un peu exagéré quand vous prenez contact avec des juristes, des gens qui ont travaillé la chose, des juristes spécialisés en droit social. Ça semble un peu exagéré. Par ailleurs, ce qui coûte très cher aux entreprises, ce qui coûte le plus cher aux entreprises, ce sont les arrêts de travail des cadres.
mais les cadres ne représentent que 0,56% des arrêts longue durée. Donc, évidemment, il y aura un coût pour les entreprises, mais je crois qu'aujourd'hui, il est un peu surestimé par les syndicats patronaux. Alors juste une question, Antoine Lenarche, par rapport à ça. Paul Janto disait, bon, je suis pas sûr que tous les salariés aillent réclamer leurs droits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et vous, est-ce que vous qui êtes proche finalement des salariés, est-ce que vous les incitez à aller faire valoir ces droits ? Alors, plusieurs choses. J'ai envie de réagir déjà sur le fait que, effectivement, il faut garder un peu de mesure. C'est-à-dire que, déjà, le droit français disait, si on n'est pas absent plus de 1 mois, donc jusqu'à 1 mois, déjà, on conserve ses droits à congé. Ça, c'était le droit déjà existant et qui était appliqué dans les entreprises. Ensuite, il y avait beaucoup de conventions collectives ou d'accords d'entreprise, mais surtout des conventions collectives qui prévoyaient déjà de maintenir les droits à congé. Elle est un peu plus loin, oui. Ouais. Alors plutôt, voilà, pas indéfiniment, mais plutôt sur des durées qui n'excédaient pas 3 mois, 6 mois, voire certaines conventions collectives, mais c'est pas la majorité, mais 1 an. Donc déjà, il y avait des choses qui existaient. Donc finalement, les entreprises faisaient déjà un certain nombre de choses dans les branches. En tout cas, il y avait déjà. Et donc l'ampleur de la mesure, finalement, il est aussi à mesurer à cet égard. Après, moi, je rejoins ce qui a été dit. Tous les salariés ne vont pas se retourner sur leur employeur sur des arrêts qui datent d'il y a 15 ans parce qu'ils ont été 2 mois, etc. Moi, je pense qu'il y a... Et donc, évidemment, il faut faire en sorte que ça ne mette pas en danger. Et c'est aussi le message que dit la CFDT à ses équipes syndicales. C'est regardons au cas par cas. Faisons un diagnostic. Ça concerne combien de gens ? Ça concerne combien de jours ? Et donc l'ampleur aussi de tout ça. Il y a la partie rétroactive, mais il y a aussi tous ceux qu'il y aura demain. On va en parler de demain, parce que je pense qu'il y a... Parce que il y a une augmentation importante aussi des arrêts du travail en France, il faut le prendre en compte. Ouais. Et puis, donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic de ce que ça représente, c'est aussi de regarder... Est-ce que déjà nos équipes syndicales, justement, et ça fait des années qu'elles ont demandé l'application et qu'elles ne l'ont pas obtenue? Parce qu'on peut se dire aussi, voilà, la surprise de l'employeur elle peut être mesurée. Au-delà de ça, nous, ce qu'on dit à nos équipes, c'est faisons le diagnostic et essayons le plus possible, mais vraiment la préconisation, c'est de régler ça par le dialogue social. Et donc de trouver des modalités qui permettent qu'on s'arrange et on règle les choses par le dialogue. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, CFDT, alors sur le territoire du Maine-et-Loire, je n'ai pas une seule équipe qui a été sur une démarche conflictuelle à ce jour. Par contre, on les engage effectivement à regarder ce diagnostic et puis essayer de trouver des terrains d'entente. La question de demain, elle est à traiter par le législateur, et là j'ai envie de dire un peu plus dans l'urgence. Ils attendaient jusqu'au bout en plus la décision du Conseil constitutionnel qui est rendue, et là on est dans des travaux, alors au niveau national, entre la CFDT mais aussi les autres partenaires sociaux, pour une nouvelle loi sur ce qui va s'appliquer demain. Bon, on verra ça dans un deuxième temps. Alors, si les salariés ne doivent pas être pénalisés par un arrêt, comme le dit Antoine, est-ce qu'il faut faire porter la responsabilité du coup aux seules entreprises ? Est-ce que l'État doit venir, intervenir, aider ? Qu'est-ce que vous en pensez, Paul ? On a un État qui est assez exsangue en ce moment. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on cherche des économies partout. Donc, je ne pense pas que ce soit maintenant le rôle de l'État de venir... Donc, aux entreprises de porter la charge. Je pense que c'est aux entreprises de porter la charge. Mais encore une fois... Je pense que sur la rétroactivité, quand on regarde la loi et quand on regarde les arrêts, c'est vrai que c'est très inquiétant. Je pense que quand on regarde les choses très concrètement, d'une façon encore une fois pratico-pratique, c'est moins inquiétant qu'il n'y paraît. Et puis je rejoins les paroles qui ont été dites précédemment. Pour l'avenir, je pense qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises, notamment les petites entreprises, les TPE, les petites PME, si je peux m'exprimer ainsi, c'est plutôt maintenant, à partir de maintenant, on regarde ce qu'on fait à l'avenir, on regarde comment on fait les choses. Je pense aussi que chacun doit garder mesure, parce que si il y a une trop forte demande syndicale, par exemple, des salariés, l'entreprise peut dire, écoutez, moi j'avais mis en place un certain nombre d'avantages, je vais réduire ces avantages. Donc je pense que c'est le dialogue social qui va trouver un équilibre. Par exemple, on peut dire, je réduis, les tickets restaurants, je réduis, moi j'avais prévu d'augmenter les salaires de 3% par an, écoutez, ça sera 1,5%, etc. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver une mesure d'équilibre dans cette problématique. Et puis par ailleurs,
On verra les actes, parce que le gouvernement promet beaucoup de choses, mais Elisabeth Borne s'était engagée à légiférer sur cet aspect et à fixer une limite dans la rétroactivité de ce principe, puisque la Cour de justice européenne semble favorable, ou tout au moins pas contre, que les États fixent une limite de rétroactivité. Donc on verra, elle avait pris un engagement sur le premier trimestre 2024 pour une nouvelle loi. On verra si ça sort en 2024 ou dans le premier ou dans le deuxième trimestre. Et on verra ce que les législateurs décideront. Il est possible qu'il y ait une rétroactivité. Moi, je pense que pour l'avenir, les choses maintenant sont claires. Je pense que c'est plutôt un point de départ aujourd'hui pour de nouvelles dispositions dans la vie des entreprises. Je pense qu'effectivement, ce sera un coût supplémentaire, ça c'est évident. Je pense que là aussi, il faut garder raison et que ce n'est pas la catastrophe annoncée, puisque de toute façon, il y avait déjà des choses qui existaient. On n'a pas parlé des accidents de travail, des maladies professionnelles, mais il y avait déjà, et c'est surtout là que sont les arrêts maladie. Je voudrais terminer peut-être avec ça, mais effectivement, est-ce que maintenant que les choses sont claires, est-ce que ça peut aider, pousser aussi les entreprises à faire un effort supplémentaire sur la prévention de ces arrêts de travail, ces maladies professionnelles qui restent importantes en France. Je regardais les chiffres là, il n'y a pas très longtemps, on est à 700 décès par an en France dus au travail, c'est 2 par jour quand même. Hein. On est un mauvais élève en Europe sur cette question-là. Est-ce que ça peut inciter nos entreprises à en faire un peu plus sur la prévention ? Antoine. Alors, moi, je l'espère, évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui va les inciter. En tout cas, en ce moment, on a une négociation très forte qui marque qui serait amenée à marquer le monde du travail si elle aboutit. Et on est un peu sur le fil du rasoir de la négociation, là, sur la dernière ligne droite, et qui parle justement de prévention de la pénibilité, de la question de l'emploi des seniors, d'un certain nombre voilà, tout ce qui est autour de l'usure professionnelle. Et donc, je pense que c'est surtout ça qui va permettre de régler un certain nombre de choses et d'aller plus sur de la prévention et de limiter le nombre de maladies professionnelles et d'accidents de travail, plus que finalement cette réglementation européenne. En tout cas, voilà, c'est pas ça qui va changer la donne, je pense, dans l'esprit des entreprises et des salariés et du dialogue social en France. Un dernier mot, Paul, sur ça ? Non, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se réjouissent de voir leurs salariés en maladie professionnelle ou en accident de travail, évidemment. Oui. Donc, il y a beaucoup d'efforts. Moi, je visite beaucoup d'entreprises. Il y a très souvent, dans les PME un peu structurées, des grands panneaux à l'intérieur de l'entreprise en disant, écoutez, pas d'arrêt de travail ou pas d'accident de travail depuis X temps, etc. Je pense que chacun se mobilise, les salariés aussi se mobilisent. Personne n'a envie d'être en accident de travail ou en maladie professionnelle. Mais autant, moi, je m'interroge sur... des droits à congés payés lorsque, encore une fois, on se fait les ligaments croisés au football. Autant je suis tout à fait favorable, évidemment, à ce que les congés payés soient ouverts quand on est en accident de travail ou en maladie professionnelle, parce que c'est lié vraiment au travail, c'est problématique. Oui, vous n'êtes pas exprimé là-dessus, Antoine, mais est-ce que ça vous paraît juste quand on se fait mal chez soi que... Oui, vous Didier, faut pas... Après, il faut... Et si on commence dans cet engrenage, on va aller... Est-ce que le fumeur doit, quand il a un cancer, être indemnisé ou quoi que ce soit ? Est-ce que... la responsabilité individuelle, il faut faire attention quand on ouvre cette porte-là. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même une différence entre la maladie professionnelle et l'accident de travail et le reste des arrêts de travail, surtout sur la question du cumul et l'hypothèse du gouvernement qui est de limiter ça dans le temps à ce qu'on ne puisse pas accumuler sur une période de référence de plus de 15 mois des congés, que ce soit une limite d'accumulation, me semble assez raisonnable et équilibrée par rapport à l'hypothèse qu'évoquait Paul Jeannetot d'avoir quelqu'un qui cumule 15 mois de congé alors qu'il a déjà été en arrêt de travail, et donc plutôt de gérer son retour, ça me semble important. Voilà. Plutôt que de faire en sorte qu'il soit 15 mois encore parti en congé, évidemment. Donc il y a ces mesures d'équilibre qu'il faut trouver, et je pense que là on est plutôt sur cette voie. Même s'il peut y avoir une différence entre une notion de repos et de convalescence, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Merci messieurs de vous être exprimés sur ce sujet. On clôt ces échanges. Antoine Lelarche, secrétaire général de la CFDT 49, Paul Jeannetot, ancien parlementaire, président aujourd'hui d'Initiative Anjou. La suite du Mag-Éco, c'est dans un instant avec l'entrepreneur de la semaine, Jacques Gindre, directeur général de Mullier Flory, entreprise des Mauges spécialisée dans la conception et la fabrication de linge et vêtements professionnels.
Et de retour dans le Mag Éco, troisième et dernière partie de notre émission, c'est l'heure de notre tête-à-tête avec l'entrepreneur de la semaine. Il y a quelques jours, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, annonçait qu'une centaine d'écoles, de collèges et lycées en France participeraient à une expérimentation sur le port de l'uniforme dès la rentrée prochaine. L'objectif étant de déterminer si la tenue unique participe à apaiser le climat scolaire et à faire reculer le harcèlement des élèves entre eux. Les pouvoirs publics recherchent donc maintenant des entreprises capables de confectionner et de produire ces uniformes. Des appels d'offres ont été lancés et le spécialiste du vêtement de travail, l'entreprise Mullier-Flory, s'en est saisi. Nous sommes ce mercredi avec le directeur général de la PME implantée au Longeron à Sèvres-Moine, Jacques Gindre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur cette actualité, un mot peut-être sur votre cœur de métier, la création, fabrication, distribution de linge de vêtements. Et ce slogan que j'aime bien, faire du textile une source de fierté, c'est cette mission-là que vous vous êtes donnée. Alors oui, faire du textile une source de fierté, c'est qu'en fait, on est parti du constat que l'industrie textile n'avait pas forcément la cote, c'était une industrie extrêmement polluante au niveau de la planète, et qu'on s'est dit, relevons le défi de chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on crée de la valeur dans notre entreprise, qu'on puisse être source de fierté autour de cette dimension-là, d'être heureux de le faire et heureux de le faire pour mettre la planète dans le bon sens ou dans le meilleur sens, voilà. Et penser à l'environnement, à l'écologie. Penser à l'environnement, éco-conception, je dirais avoir des salariés épanouis. Je vous entendais tout à l'heure sur des choses tout à fait intéressantes. Je dirais que bien sûr qu'il ne faut pas s'immiscer dans la vie des salariés, mais l'intérêt d'un collectif qui est ensemble pour produire de la valeur, elle est sociétale, elle est économique, etc. Il faut que tout le monde y retrouve son compte. C'est un échange d'entreprise qui récupère de la valeur et le collaborateur qui doit récupérer de l'épanouissement, de l'enrichissement et bien sûr une dimension économique, il ne faut pas l'oublier. Et partager des vêtements justement qui ont une unité, ça participe selon vous à les collaborateurs à se dépasser aussi quelque part ? Alors, il y a plusieurs dimensions. Moi, je pense que oui, parce que je suis un compétiteur, j'adore le sport, et pour moi, c'est un bon moyen d'identification d'endosser la panoplie du groupe pour lequel on travaille ou pour lequel on fait du sport, pour lequel on défend les couleurs. Donc, je pense que c'est un élément positif. Mais malheureusement, la politique s'en est mêlée depuis des années et des années. Quand je dis malheureusement, c'est que la politique doit s'en mêler, mais il y a les pros qui sont d'un côté, il y a les antis qui sont de l'autre. Mais je pense qu'on oublie une chose, à mon avis, c'est que l'uniforme scolaire, ça ne fonctionnera que si et seulement si les élèves ont envie de le porter. Et pour leur donner envie de le porter, je pense qu'il faut leur donner du sens. Et c'est un peu ce que je défends depuis quelques années et quelques mois pour en parler. Parce que c'est un vieux serpent de mer, quand même, l'uniforme scolaire. Tout à fait, oui. C'est de dire comment peut-on donner envie à ces jeunes de porter les vêtements. Alors, il y a la dimension du Made in France, leur proposer un produit qui est fabriqué en local, dire voilà, je porte un vêtement qui est fabriqué pas loin de chez moi. Vous croyez que les jeunes les jeunes collégiens, ça leur importe ? Non, mais je pense que c'est un moyen de les responsabiliser. Okay. Justement, il y a une loi qui a été portée au Palais Bourbon là, hier ou aujourd'hui, je crois, qui a été présentée justement pour essayer de limiter les effets de la fast fashion, l'ultra fast fashion avec Shine et compagnie. Et je pense que le meilleur moyen de lutter contre la fast fashion, c'est de responsabiliser les consommateurs ou les futurs consommateurs ou les prescripteurs que sont ces enfants, qui sont bien sûr attirés, puis ils ont peu de moyens de consommer ce vêtement pas cher et de le surconsommer du coup. Et si on l'habille en disant voilà, écoute, on va t'habiller, tu vas voir, tu vas avoir un vêtement de qualité, un vêtement qui est fabriqué en local, qui peut même être fabriqué par des gens qui sont en difficulté. Ouais, vous aviez milité pour que ce soit des vêtements on a milité, et c'est pas fini. Et c'est pas travail fini. en équipe. Ouais. On travaille avec la MIPI en ce sens. Donc il y a une fondation qui fait travailler des travailleurs handicapés. Voilà, des travailleurs handicapés. On a ouvert 5 postes de travail pour ça. Et je pense qu'aussi, si on veut réindustrialiser le pays, parce que c'est le discours qui a été lancé depuis la crise Covid, réindustrialiser et redonner de la souveraineté sur le textile, il faut bien démarrer par quelque chose qui n'existe pas. Autrement, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, ce marché n'existe pas. Donc, le marché de l'uniforme, l'uniforme n'existe pas. Donc donnons-lui du sens en faisant du Made in France pour redonner, je dirais, à l'industrie textile un démarrage, du travail aux handicapés
pour permettre de redonner de la fierté aussi aux handicapés, d'avoir une place dans la société. Et de cette sorte-là, on n'aura pas je dirais, l'effet boomerang des gens qui sont en place. Les gens qui sont en place, c'est quoi ? Par exemple, imaginez que demain on dise, voilà, tel marché qui est aujourd'hui fait par Shine ou fait de manière frontale, on va leur interdire. Mais ils vont se défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on le voit, on est engagé par ailleurs dans une société de recyclage à Laval, et on produit de la fibre. Très bon marché, à demeurant. Eh ben, je veux dire, les gens qui sont en place, les gens qui ils vendent de la fibre je dirais de l'international, d'Asie notamment, et ils font tout pour que cette fibre ne voit pas le jour. Ouais. Donc ils se défendent. Bien sûr. Donc c'est pour ça que donc ils se défendent par les prix, ils se défendent en dénigrant, ils se défendent. Donc je dis qu'aujourd'hui la chance qu'on a avec ce marché du vêtement scolaire, c'est un marché qui n'existe pas. Personne peut avoir peur ou être angoissé de perdre quoi que ce soit. Et c'est une chance formidable de réindustrialiser le pays, de donner du travail à ceux qui n'en ont pas, ou ceux qui ont du mal et de s'engager vers la souveraineté. Voilà. Est-ce qu'il est entendu, ce message ? Parce que j'ai l'impression que les politiques ont lancé des appels d'offres tous azimuts très, très rapidement. Est-ce que vous avez eu le temps de mettre en place, de proposer quelque chose qui tienne la route ? Et est-ce que c'est entendu ? Alors, actuellement, il est entendu, mais il n'est pas... j'irais, hier j'ai été dans un autre sujet, je disais il faut y croire, mais il ne faut pas le croire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les faits, il y a des appels d'offres qui sont lancés et ça sera Best Price qui sortira. C'est-à-dire le meilleur prix. Le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix, bien sûr. Hein, et le meilleur rapport qualité-prix, aujourd'hui, malheureusement, c'est un produit qui vient d'Asie. En revanche, si on y introduit des doses non pas de souveraineté, parce qu'on n'a pas le droit, je crois, au niveau européen, mais des doses autour du travail adapté ou du travail aidé, je pense qu'on peut y retrouver son compte au niveau collectif, au niveau de la société, quoi. Vous, concrètement, avec Mulliez je milite. Et concrètement, on répond aux appels d'offres, c'est notre métier. Ouais. Beaucoup pour l'instant ? Et on en a une vingtaine à peu près. Une vingtaine d'appels d'offres sur la France. 20-30 appels d'offres, oui, tout à fait. Et donc on répond aux appels d'offres avec les critères qui sont identifiés, mais il y a peu de critères de production locale ou de travail autour du handicap. Mais je ne lâche pas l'affaire parce que ça reste un test. Donc on verra ce que va donner le test. Et si jamais on basculait au full scolaire, enfin full uniforme, je pense qu'on a une place. Juste sur cette question-là, est-ce que vous êtes convaincu, vous, par les potentielles vertus de l'uniforme pour l'apprentissage, pour l'apaisement du climat scolaire ? Ou c'est pas votre truc ? Finalement, vous êtes dans le business. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu parce que, mais c'est moi à titre personnel. Je veux dire, je côtoie des environnements où il y a un vêtement d'image fort. Et des univers où il n'y a pas d'uniforme, où il n'y a pas de corporate autour de l'uniforme. Mais il n'y a pas la même ambiance. Et c'est pour ça que je me dis, quand on est chef d'entreprise ou chef d'une association, chef d'un groupe, l'appartenance, elle est très importante. Très, très importante. Et elle donne de la... elle donne du courage, de la force, du respect. Je pense que c'est en ça que je crois. Et je dis que nos jeunes, il faut les initier à ça. Il ne faut pas dénigrer ça. Sur une équipe de foot, on est tous habillés pareil, quoi. Et le respect du maillot, vous voyez, je trouve que c'est important. Et le type d'uniforme, alors ce serait quoi demain ? Ce serait à la mode Harry Potter ou plutôt quelque chose de moderne, jean, sweat, comme on entend aussi beaucoup parler en ce moment ? Ça mélange les deux. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, même en Angleterre, on s'habille encore comme Harry Potter, comme dans le film d'Harry Potter. Mais on est plutôt sur des pièces assez simples. Donc c'est pour ça que je vois bien le monde du handicap s'approprier ce business. Donc c'est du polo, c'est du sweat, c'est du pull, et c'est du pantalon cargo, du pantalon simple, ou du pantalon 5 poches. On va dire, quand je dis simple, il faut qu'il soit de qualité, bien sûr. Mais avec le logo. Alors le logo, il peut être brodé, il peut être marqué, imprimé, etc. Simple, de qualité, et pourquoi pas de made in France, ce serait super. Exactement. Mais c'est compliqué, encore une fois, au niveau des coûts de production. Faut être prêt à payer 2 fois, 3 fois le prix. Aujourd'hui, un vêtement made in France comparé à un vêtement Far East compétitif,
on est entre 2,5 fois et 3 fois la valeur. Ouais. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a du Made in France partout. Vous vous dites qu'il y a peut-être une ambiguïté entre le discours. Non, il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors, il faut savoir que dans notre métier, comme dans la chaussure, le Made in France, c'est le montage. C'est-à-dire que si le produit est confectionné en France, même avec des matières qui viennent du bout du monde, s'il est confectionné, monté en France, il a le label Made in France. Donc, c'est le seul droit, la seule voie qui vous permet de le faire. Alors après, il y a plein de sous-labels qui sont essayés de se faufiler là-dedans. Il y en a une petite dizaine. Mais le vrai Made in France, c'est celui dont je viens de vous parler. Et vous en faites ou pas à Mulliez-Flory du vrai Made in France alors? On sait en faire, on n'en fait malheureusement pas assez, mais on sait en faire. Pour vous donner un exemple, une collaboratrice, un collaborateur, une collaboratrice française ou une collaboratrice du Far East ou de l'Euromed, les rapports de salaire sont de 1 à 10. Et quand vous savez que la confection représente entre 20 et 40% du prix de revient du produit, l'équation, vous l'avez. Et que vous savez que c'est ça qui détermine le Made in. Donc vous prenez un tissu identique, vous le faites faire en France par rapport à des pays qu'on appelle à main-d'œuvre à bas coût de main-d'œuvre. Ouais. On est sur 2,5 à 3 fois plus cher. Vous restez avec nous, Jacques Gindon, on poursuit cet entretien. RCF Anjou, le Mag-Éco. En compagnie donc de Jacques Gindon, directeur général chez Mulliez-Flory, créateur de linge et vêtements professionnels à Sèvres-Moine, plus précisément au Longeron. Mulliez-Flory qui fête cette année ses 200 ans d'existence en 2024. Alors c'est une entreprise moderne, hein, il suffit de voir un peu vos locaux, c'est très beau, mécanisé. Est-ce qu'il y a encore des savoir-faire artisanaux, des savoir-faire manuels dont on ne peut pas se passer, on ne peut pas tout robotiser dans cette industrie? Alors, je dirais, heureusement, on ne peut pas tout robotiser, mais malheureusement, on ne peut pas robotiser. Donc, on a une forte industrie de main-d'œuvre. Et donc, si on pouvait robotiser, automatiser, je pense qu'on aurait encore toutes nos usines en France. Alors heureusement pour les pays du Maghreb et les pays d'Asie, c'est forcément contribuant en main d'œuvre. Donc du coup c'est eux qui font le boulot, quoi. C'est la main d'œuvre qui fait le boulot. Y compris pour vous. Comment ? Y compris pour nous, tout à fait. Hein. Et pour revenir au savoir-faire, nous, on est attachés à garder les savoir-faire en local. Donc, on forme des jeunes, et c'est de plus en plus difficile, hein, parce que la compétence, elle est plus chez nous, quoi. Elle est de manière générale, globale, massive, au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, en Tunisie, au Maroc. Mais en France, je suis attaché à ce qu'on garde le savoir-faire en France et la main-d'œuvre en France, parce qu'on a cette vision de l'objectif final et cette exigence de la qualité du produit recherché et obtenu. Voilà. Et ça, c'est très précieux. Et dans le Choletais, on a encore un vivier et de ressources importantes dans le bassin, quoi. Et une main-d'œuvre qui peut être adéquate effectivement pour ces métiers. Votre activité soutenue ces dernières années, malgré la conséquence des hausses des prix, de l'énergie, du transport, des coûts des matières premières. Alors, on a fait, pour vous dire, cette année, on va faire 82 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Mulliez et à peu près 125 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le groupe en vêtements. Et le groupe familial va faire 350 millions d'euros. Par rapport aux autres années Par rapport aux autres années, alors c'est une progression significative, mais qui est liée essentiellement à la hausse des matières, la hausse des matières, la hausse des prix, et quelques marchés qu'on a pu signer dans l'année 2022 et 2023. Voilà. Les clients d'ailleurs de Mulliez-Flory, parce que bon, c'est des tenues professionnelles pour des acteurs en France et à l'étranger. Alors, on est essentiellement français. Ok. Et on travaille à l'étranger sur des multinationales françaises. D'accord, ok. Voilà, c'est-à-dire que des groupes comme Peugeot, comme Stellantis ou comme Renault nous emmènent en dehors de nos frontières. On a une filiale en Espagne qui nous permet aussi de pas mal développer l'Espagne à partir de l'Espagne. On est 90% de notre chiffre d'affaires est français. Et beaucoup pour les métiers de la santé, je voyais.
30% de notre chiffre d'affaires, c'est la santé. Oui. On est un acteur, on va dire, clé et majeur de la santé. Vous habillez aussi... Donc on fournit on habille les personnels hospitaliers, le personnel de bloc opératoire, les malades, et on leur fournit aussi le linge de maison pour mettre dans les lits des patients. Et puis dans un autre registre, vous habillez aussi les salariés de la RATP, qui est un gros marché pour vous. Oui, tout à fait. Autre aspect de votre ADN, je voudrais qu'on dise un mot quand même, parce que vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est l'éco-conception, le recyclage des tissus. On sait que l'industrie textile est l'une des plus polluantes aujourd'hui. On peut faire beaucoup mieux, et depuis 2016, vous faites des tests justement pour recycler les vêtements professionnels. Alors oui, depuis 2016, on a pris ce projet à bras-le-corps, enfin ce sujet à bras-le-corps, à l'initiative de nos clients qui sont très, très demandeurs là-dessus. Et donc on a plusieurs voies. On a l'upcycling, c'est-à-dire faire à partir d'un vêtement un autre produit, un sac ou une pochette ou autre. Donc ça, on en a fait pas mal pour des clients comme EDF ou même comme RATP. Et puis, on a lancé il y a 5 ans maintenant réflexion, et il y a 2 ans, on a inauguré une usine de recyclage de vêtements, dans un premier temps hospitalier, mais qui va évoluer vers du vêtement autre qu'hospitalier. Alors hospitalier, pourquoi ? Parce que c'est du vêtement blanc. Et cette usine de recyclage, on prend des vêtements fin de vie dans les hôpitaux, les cliniques et les blanchisseurs industriels. On les emmène à Laval. On les défibre, ce qu'on appelle. On en fait une nouvelle matière première qui re-rentre dans le cycle industriel. Et grâce à ça, on produit une matière qui est 16 fois moins impactante au niveau carbone qu'une fibre neuve. Donc on l'associe à 30% dans un vêtement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en gardant les mêmes qualités mécaniques et de durabilité. Et ces fibres, elles ne sont pas dégradées justement par le fait qu'on les réutilise ? Alors, elles sont dégradées, et c'est pour ça qu'on les associe à 70% de fibres neuves. Mais déjà, fibres neuves, quand on est sur du chêne et trame, les experts verront la différence, parce qu'on oppose le chêne et trame et la maille. Sur la maille, on peut monter à 50% de fibres recyclées, et sur le chêne et trame, on est à 30%. Mais 30% de matière qui est 16 fois moins impactante, c'est colossal. C'est colossal. C'est-à-dire que là, l'usine qu'on a montée, on traite 1000 tonnes an, on peut monter à 3000 tonnes. Et quand vous savez qu'un vêtement pèse 400 grammes, vous voyez l'impact que ça a. Et quand vous savez que vous introduisez cette matière à 30%, donc j'ai fait le calcul, on peut quasiment fabriquer 6 millions de vêtements avec ce qui va sortir de la machine, ce qui est en train de sortir de la machine de Laval. Ah, c'est impressionnant. Alors maintenant, il va falloir trouver des débouchés aussi. On est d'accord, et c'est la difficulté. C'est pour ça que on milite, on fait du marketing, on fait du commercial c'est comme on est au même moment que le papier. Vous savez, le papier recyclé est arrivé sur le marché. Les gens avaient un peu peur, quoi. Ils se disaient, il est peut-être moins bien, il y a plus de bourrage dans les machines, etc. Donc c'est la phase où il faut convaincre, quoi, en fait. Exactement. Enfin, faire passer le pas en disant, c'est bon pour la planète, c'est bon pour vous, c'est bon pour nous tous, et ça doit être au même prix. Si on est plus cher, il faut même pas rêver. Donc, mais l'objectif, c'est ça. C'est peut-être demain 100% de ce que vous mettez sur le marché, il faut que ce soit recyclé. Ah oui. Moi, j'aimerais que d'ici 5 ans, même avant 5 ans, 100% de ce qu'on vend sur le marché soit au moins avec 30% de matière recyclée. Parce que, vous voyez, j'étais à une réunion là, au ministère avant-hier, et il disait, notre ennemi, c'est le pétrole, c'est le plastique. Et je dis, donc il faut arrêter de mettre du polyester dans les vêtements. Je dis, déjà, moi, je suis d'accord, arrêtons de mettre du polyester, mais utilisons déjà le polyester qu'on a mis sur le marché pour en faire une nouvelle fibre, et déjà, avançons là-dessus. Et on a un gisement, mais colossal. Donc ça veut dire qu'avec cette usine dont vous parlez, là, qui est à Laval, Renaissance Textile... il s'appelle Renaissance Textile, oui, tout à fait. Il va y avoir des investissements prochainement pour développer un peu cette filière ? Alors, on a pour objectif de déjà amortir, saturer et amortir le premier investissement qui est quand même... On a mis pas loin de 10 millions dans le commerce, dont une machine, la machine qui fait 2,5 millions, la machine de défibrage. Et la deuxième machine qui est en projet, qui peut servir à faire de la couleur à des séries plus courtes. C'est pareil, c'est un investissement entre 2 millions et 2,5 millions. Voilà. Bon, et qui est imaginé, mais on ira, si et seulement si... On a saturé cette ligne et on a amorcé. Alors, on a amorcé l'amont, c'est-à-dire les vêtements arrivent.
On a même des clients qui envoient de la matière du Danemark, de Suisse, de Belgique. Et maintenant, il faut qu'on trouve le marché de sortie. Donc, et là, c'est les filateurs français, étrangers, européens, et voire même grand import, parce qu'aujourd'hui, les filateurs ne sont pas forcément tous à nos portes. Un dernier mot, Jacques Gindre, parce que ça fait aussi partie peut-être de l'avenir, mais on parle beaucoup de vêtements connectés aujourd'hui. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous vous positionnez très concrètement ? Alors, on est positionné sur ce créneau-là, sur deux pistes. On a le Securhydra connecté, qui est le Securhydra, c'est un dispositif médical qui maintient les malades désorientés, on dit d'Alzheimer, mais désorientés de manière générale, pendant leur sommeil sur le lit. Et on a mis des capteurs pour pouvoir détecter et donner l'alerte si jamais le patient bouge trop. Et on a une deuxième collaboration avec Chronolife qui fait un t-shirt de monitoring pour les maladies cardiaques notamment, et qui est très prometteur. Voilà. Donc c'est vraiment lié encore une fois au domaine de la santé, plutôt le vêtement connecté. Exactement, oui, santé, c'est monitoring santé pour l'un, plutôt sur l'individuel, et l'autre, on est vraiment sur le B2B, les hôpitaux, les cliniques, etc., pour les centres de gériatrie, pour le Securhydra. Bon, merci en tout cas Jacques Gindre d'avoir fait ce saut par nos studios pour nous parler c'est de gentil. votre entreprise. 200 ans cette année, Mulliez-Fleury, il y aura peut-être quelque chose de spécial. Oui, il y aura quelque chose de spécial, et il y aura 2 événements. Il y aura un événement, vous serez convoyés aux 2 événements, mais il y a un événement pour ce qu'on appelle les parties prenantes, qui sera en juin. Fin juin, je n'ai pas la date encore dans ma tête, et un autre événement pour les collaborateurs, les actionnaires, fin septembre. En tout cas, on vous souhaite un très bel anniversaire. Jacques Gindre, directeur général de Mulliez-Fleury dans les Mauges, spécialiste du vêtement de travail qui propose de la conception sur mesure. Plus d'informations sur mullier-fleury.fr. C'est la fin de ce Mag-Éco. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Olivier Amar du Journal des Entreprises et David Mainfroy à la technique. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast ou sur notre chaîne YouTube RCF Anjou. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très belle semaine à l'écoute de nos programmes.